Assis, Paris-Lyon. Le soleil se lève. Quelques canards sauvages volent à l'horizon. Où allez-vous déjà ? Montbard. Vous allez pouvoir déguster un bœuf bourguignon, peut-être même des escargots. Mais vous a-t-on déjà conté l'histoire de ce génie singulier qui entreprit de décrire toutes les espèces animales connues sur Terre ? Georges-Louis Leclerc de Buffon, un des plus grands naturalistes de tous les temps, qui vécut toute sa vie à Montbard, où il aménagea les ruines du château de son père en parc zoologique, rempli de singes, d'ours, de tigres et d'oiseaux rares, pour mieux faire oublier le terrible secret qui fonda sa fortune. Chaque histoire commence quelque part. Chaque voyage a son point de départ. Chaque légende a ses racines. Vous écoutez Panorama. Une aventure contée par Denis Podalides. Sortie Nitry-Montbard. Le secret de Buffon. Septembre 1753, à Montbard. Georges-Louis Leclerc de Buffon travaille au sommet de sa tourelle. Il porte un costume bleu nuit, un jabot, des manchettes en dentelle. À cette heure matinale, il est plongé dans la rédaction de son article sur le cheval. Son emploi du temps est strict. Il se lève à 5 heures, s'habille, se coiffe, fait son courrier et se met au travail. Rien ne doit le déconcentrer. C'est à cette condition qu'il pourra venir à bout de son entreprise systématique de mise en ordre du règne vivant. Or, ce matin, sans s'être annoncé, 2 hommes font irruption dans son cabinet. 2 ombres floues qui le dérangent dans ses efforts. De quel droit ose-t-on l'importuner ainsi ? Le naturaliste tape du poing, jure, et se jette en direction des 2 importuns. Il commence à les pousser vers la porte lorsqu'il remarque, sur la cape du plus petit des 2, une étrange étoile couverte d'une myriade de diamants et d'une devise entourée d'une jarretière. Buffon marque un arrêt. Il recule, regarde l'homme de haut en bas. « Mais, Evelyne, est-ce bien vous, cher duc ?» L'homme à la jarretière est le duc de Kingston. Petit, râblé, il fait penser à une fouine ou un castor. Juste à côté, un long bonhomme au cou de girafe fixe Buffon de ses yeux noirs. « Nathaniel, mon Dieu, mais... Nathaniel Hickman, c'est vous ? Mais quelle joie !» Les 2 visiteurs sourient étrangement. « Que me vaut le retour de ces espèces migratrices ?» se demande le naturaliste. « Cher ami, » explique le duc de Kingston, « nous étions dans la région. Nous nous sommes dit que l'occasion était trop belle de nous retrouver. Comme au bon vieux temps. » Buffon se force à sourire. Le retour de ces 2 hommes remue dans son esprit des souvenirs auxquels le naturaliste préférerait ne jamais avoir à repenser. Qu'importe. L'animal sait comment réagir. Buffon fait entrer ses 2 visiteurs dans le salon principal. Cette pièce est couverte de papier peint fleuri, d'objets rares et de têtes de cerfs, d'élans, de sangliers. Un personnel nombreux s'agite dans toute la pièce, comme si un grand événement se mettait en train. « Nous tombons mal, peut-être, » s'enquiert Hickman. « Vous attendez du monde ? Sont-ils au courant ?» se dit Buffon. « Cherche-t-il à forcer mon hospitalité ?» Buffon préfère ignorer la question. Les 2 invités admirent l'espace. De fait, l'hôtel de Buffon est somptueux. Au fil des ans, en même temps qu'il bâtissait sa gloire, et avec la fortune de sa mère, le naturaliste avait patiemment racheté, augmenté, annexé et constitué ce véritable petit empire au cœur de la ville. Mais tout cela reposait sur une part d'ombre. « Suivez-moi, je vais vous montrer autre chose. » Les 3 hommes franchissent innocemment les portes du salon. Elles ouvrent sur un immense jardin. 13 terrasses irrégulières
où l'on découvre une vue immense de prairies coupées de rivières, de vignobles, de coteaux brillants de culture, et toute la ville de Montbard. J'ai fait planter 500 arbres, ordonnés autour d'une allée de 200 mètres. Platanes, épicéas, tilleuls. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi un verger, une roseraie, un grand potager. Mais en entrant dans le parc, ce qui saisit les visiteurs, c'est cette odeur forte, bestiale, qui vous pince les narines. Venu du fond du parc, un brouhaha indistinct, fait de cris de bêtes, de chants stridents, de feulements, de rugissements. Je vais vous montrer ma façon d'étudier les animaux dangereux. Buffon guide les deux Anglais jusqu'à une fosse creusée dans le jardin. En bas, des ours, des tigres, des lions. Ma documentation vivante, s'amuse le naturaliste. Buffon regarde ses deux invités, debout, à 2 pas de la fosse. Il regarde la ménagerie, pleine d'animaux rares, et la volière, chargée d'oiseaux étranges. Quelques loups, quelques renards, quelques blaireaux errent aussi en semi-liberté sur la pelouse. Buffon doit maintenant trouver le moyen de se débarrasser de ces deux inopportuns. Il se souvient du duc comme de quelqu'un de fortuné, farfelu, noceur et irréfléchi. Totalement ivre, il devient aussi dangereux qu'un loup ou une hyène. Il serait capable de tout raconter s'il venait à rester là plus longtemps. Le naturaliste fait passer ses invités par le cabinet de curiosités, la grande bibliothèque, le laboratoire de chimie. Dire que nous avions quitté un jeune homme à l'esprit borné, déclare Nathaniel Hickman en riant, une mauvaise bête à l'écorce grossière qui faisait enrager ses parents, et voici que nous découvrons un scientifique accompli, membre de l'Académie, intendant du Jardin du Roi, un homme qui correspond avec les plus illustres esprits de son temps. Buffon ne peut s'empêcher de sourire. Il aime être flatté. Et dire que tout cela est parti d'un coup de feu, s'amuse le duc. Buffon blêmit. La comédie a assez duré. Maintenant, si vous le permettez, il va falloir que je vous abandonne. Revenez me voir à l'occasion. Cela me ferait grand plaisir. Or, dans la cour, à cet instant, arrive un nouvel attelage. Une jeune femme en sort. Son visage est menu, ses mains délicates. On dirait un petit oiseau. « Ne me dites pas que vous vous êtes marié !» s'exclame le duc. « Vous, le vieux Grigou ? Présentez-nous, que diable ! Je veux connaître cette charmante madame. » Buffon s'exécute de mauvaise grâce. Avant de préciser, « Monsieur le duc et monsieur Hickman vont malheureusement devoir nous quitter. Une affaire pressante les appelle ailleurs, je crois. »« Comment ?» s'exclame madame de Buffon. « Vous ne restez pas ? Mais nous donnons aujourd'hui même une fête en l'honneur de la guérison du roi. Je suis sûr que monsieur de Buffon serait très attristé de vous voir partir à cette heure. » « C'est que nous l'ignorions, madame, et nous vous remercions de remédier à l'oubli de monsieur votre époux. Pour rien au monde, nous ne voudrions manquer une si belle occasion de nous retrouver. » Buffon baisse la tête. Bientôt arrive le reste du personnel, les cuisiniers, l'orchestre, les serveurs. Déjà les premiers invités frappent-ils aux portes. Des princes, d'autres ducs, des princesses, des scientifiques, tout un petit monde que le nom, l'influence et la réputation de M. de Buffon attirent en ce jour de réjouissance. Les invités se mettent à danser. Il y a du monde partout. À 5 heures, on dispose une fontaine de vin au-dessus de la grande porte. Elle coule beaucoup et sans discontinuer. À la tombée de la nuit, la maison est illuminée sur toute la façade. Et après le souper, on fait devant la maison un essai de feu d'artifice en même temps qu'on jette par les fenêtres une partie des desserts au peuple. La fête se poursuit au jardin. Mais Buffon paraît extrêmement soucieux. À l'autre bout du jardin, il voit madame de Buffon approcher de Kingston et de Hickman.
retenu par le prince de Condé, il ne peut réagir immédiatement. « Monsieur le duc, demande-t-elle, je n'y résiste pas. Contez-moi votre rencontre avec mon mari. »« Madame, je ne voudrais pas vous faire languir. C'était, je crois, à Angers, par une nuit de 1729, dans un lieu dont votre pudeur vous aurait interdit l'accès. » Le grand feu d'artifice a été allumé dans le jardin. Des torches bleues et roses éveillent des exclamations de toutes sortes dans l'assistance. Buffon profite de la surprise pour se libérer. « Figurez-vous, madame, continue le duc, que dans ce lieu de perdition, tout le monde jouait et buvait. Monsieur votre mari était à peine âgé de 20 ans. Et, sans vouloir vous offenser, une jeune femme à la silhouette avenante attira son attention. Madame de Buffon se raidit. Votre époux résolut de s'approcher de cette jeune femme pour lui exprimer sa plus vive émotion, mais la scène ne se déroula pas exactement comme espéré. La jeune femme était la maîtresse d'un soldat croate qui n'était pas très compréhensif. Sans doute était-il un peu ivre aussi. L'incident, quoi qu'il en soit, se termina par un duel dans la rue Basse, près des remparts, à la lueur des lampadaires. Le soldat finit étendu par terre, baignant dans son sang. Nous avons heureusement pu aider votre mari à déjouer la vigilance de la police. Et c'est ainsi que pendant 2 ans, nous avons voyagé ensemble à travers l'Europe et passé du bon temps ensemble. Et c'est pour retrouver quelque chose de cette heureuse période que nous sommes revenus voir votre mari. Les torches de lumière filent dans le ciel noir. Des cris de joie et de plaisir retentissent. Buffon reste interdit. Il est arrivé trop tard. Il n'a rien pu faire pour stopper ce malheur. Madame de Buffon garde le silence un moment. Elle sourit aussi. Sans doute se dit-elle que certaines questions auraient mérité de ne pas être posées. Et elle repart en direction d'un autre groupe, après avoir bien dit à quel point elle était heureuse d'avoir pu faire la connaissance des amis si chers de son époux. Buffon se tourne alors vers Kingston, il s'approche de lui, le regarde dans les yeux et lui flanque une grande tape dans le dos. « Espèce de vieux bougre !» lui dit-il. « Tu n'as décidément pas changé. » Et les 3 hommes partent d'un grand éclat de rire. « De toute façon, se dit Buffon, ma femme me vaut une admiration sans borne. Jamais elle ne croira ces vieilles histoires. » Vers 2 heures du matin, Georges-Louis Leclerc de Buffon regagne sa chambre. Son lit est comme une tapisserie de satin blanc avec un dessin de fleurs. 3 heures plus tard, Joseph, son fidèle valet, entre dans la chambre et tente de réveiller son maître. Il le secoue, lui crie à l'oreille. Mais Buffon souffre d'un terrible mal de crâne. Il jette une bordée de jurons à son valet et se retourne sous ses draps. 2 minutes plus tard, Joseph revient dans la chambre les bras chargés d'un broc d'eau glacée pour le jeter au visage de son maître. Buffon hurle, sort de son lit, se fait habiller, se coiffe et glisse un écu dans la main de son valet pour avoir réussi à le réveiller. Il s'attelle à la rédaction de son article sur le chien qui vient en seconde position après celui du cheval. Le duc de Kingston et M. Hickman quittent le domaine en chantant avec les premiers rayons du soleil. Jusqu'à sa mort, survenue à la veille de la Révolution française, Buffon continuera de partager son temps entre Paris et Montbard, achevant les 35 volumes de son œuvre titanesque. Ordonné et dissolu, intéressé et désintéressé, noble et vil, contrasté, comme les grands hommes de son siècle l'ont souvent été, Buffon reste intimement attaché à la mémoire de sa ville de naissance, où l'on peut toujours visiter son jardin et son musée, avec ou sans feu d'artifice.
roses éperdus, chevaliers illustres, créatures fantastiques, leurs vies légendaires ont marqué les paysages que vous traversez. traversées et laissé leur empreinte dans le cœur des hommes et des femmes qui s'y sont aventurés. Les autoroutes APRR et AREA vous invitent, le temps d'un voyage, à réveiller le passé Et à entrer dans la légende. Vous avez écouté Panorama, avec les voix de Denis Podalides de la Comédie Française et Juliette Roudet. Texte, Aram Kebabjian. Musique, Germain Calsou et Charles Dolé. Réalisation, Anna Bui. À bientôt pour explorer d'autres itinéraires et d'autres légendes.